Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle session de discussion. Et pour cet épisode spécial, j'aurai une invitée. Je vous propose aussi de noter ou de vous abonner sur les applications qui le permettent. C'est un moyen de soutenir le podcast et de montrer votre intérêt. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cet épisode vous plaira. Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'avais envie d'avoir une invitée et c'est Claire Dufil. On va vous parler de bien-être et de routine bien-être et de tout ce qu'on peut mettre en place pour son bien-être pour simplement pouvoir avancer sur son chemin de vie en toute sérénité. Pour prendre mon exemple, avant de vous présenter Claire, personnellement, la routine bien-être et le fait de mettre en place des choses dans le quotidien, ça m'a beaucoup aidée à mettre en place aussi des choses dans ma tête. En fait, ça a été un vrai équilibre entre le mental et le physique. Et ça a mis du temps à trouver cet équilibre, mais une fois que je l'ai trouvé, je me sentais beaucoup plus sereine. Donc j'ai envie qu'on parle de ça aujourd'hui, de ces routines bien-être. Et de ce que le bien-être corporel peut nous apporter au bien-être spirituel et physique au-delà. C'est-à-dire que vraiment en termes de développement personnel. Je vous présente Claire Dufil. Claire Dufil est naturopathe. Elle est aussi professeure de yoga. Et aujourd'hui, elle me rejoint au micro. Bonjour Claire. Bonjour Sabrina, et merci de m'inviter. Est-ce que tu veux te présenter en quelques secondes ? En quelques secondes, je pense que tu as déjà dit pas mal de choses, en tout cas sur ce que je fais et ce que je propose aujourd'hui. Naturopathe et professeur de yoga, après un chemin de vie, parce que ça n'a pas été mes premières professions. Et donc effectivement, tu parlais de routine. C'est notamment en fait dans mes premières vies, entre guillemets, en mettant en place certaines routines, ce qui m'a permis de cheminer pour aujourd'hui avoir une vie un peu plus alignée avec mes valeurs et proposer ces deux activités. Et du coup, tu parlais de ton cheminement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce que je crois qu'on a des vies un peu similaires. Toi aussi, tu as vécu à Paris. Toi aussi, tu as quitté cette Émulation, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, merci. Cette émulation parisienne pour venir t'installer ici, dans le Gers, être beaucoup plus au calme. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision ? Et peut-être qu'à ce moment-là, à Paris, t'avais moins ces routines et qu'elles se sont mises en place après. Comment ça a accompagné ce changement ? Ouais. C'est 1000 questions en une. Ouais. Je vais essayer de répondre de manière concise. Alors effectivement, déjà comme toi, j'ai travaillé à Paris, mais je ne suis pas originaire de Paris. Moi, je suis bretonne à la base. Je suis arrivée à Paris pour mon stage de fin d'études et j'y suis restée 10 ans. Et en fait, les premières années, c'était vraiment fun, stage de fin d'études, vraiment dans l'ère étudiante, première activité salariée, premier salaire. Forcément, on profite de la vie parisienne avec tout ce que ça peut offrir d'activités plaisantes, etc. Et après, progressivement, l'âge faisant aussi, je me suis un peu éloignée de ces attraits-là pour vraiment plus me recentrer sur mes aspirations profondes. Et c'est là, à ce moment-là, où en fait, j'avais vraiment besoin de me reconnecter à mes valeurs et que les routines, si on peut appeler ça routine, parce que dans le mot routine, parfois, il y a un côté un peu injonction dictatoriale où on doit. Et j'aime pas trop m'associer à le on doit. Je préfère faire les choses plutôt par élan et par plaisir. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là où l'élan et les plaisirs de me reconnecter à mes valeurs et à mes aspirations profondes sont venus et que je me suis vraiment reconnectée à la notion de bien-être. C'est là que mon cheminement vers ma nouvelle vie, entre guillemets, a commencé. Ouais, mais c'est drôle ce que tu dis parce que moi aussi, c'est différent. J'ai pas reconnecté avec le bien-être, j'ai reconnecté avec qui, si en fait, c'est un peu ce que tu dis, reconnecter à tes valeurs. Moi, j'ai reconnecté à qui je suis. Et en reconnectant à qui je suis, et en ayant d'un coup plein de temps, en fait, disponible parce que plus salarié, parce que plus, dans ce schéma, métro, boulot, dodo, du coup, comment on réorganise son temps et comment on voit sa routine et finalement, on remet des priorités qu'on n'avait pas forcément à ce moment-là à Paris. Donc, je me reconnais beaucoup dans ce chemin que tu évoques parce que pour moi, ça a vraiment été ça. C'est tiens maintenant, comment je vais prendre soin de moi puisque la société me dit plus comment le faire ou que j'ai le temps de pouvoir le faire.
Et donc, ouais, ça a été plein de petites routines à mettre en place. Je sais que toi, c'est passé par un cheminement progressif. Tu m'as souvent parlé des jeûnes que tu avais fait, mais aussi, parfois, tu me dis, quand j'ai mis en place ma révolution nutritionnelle il y a quelques années, en fait, est-ce que tu veux nous parler un peu de ces cheminements? Ouais. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours fait du sport dans ma vie. Le sport, l'activité physique est toujours une partie prenante importante. Et donc en fait mon bien-être, ou en tout cas la manière dont j'ai pu mettre en place des routines pour vraiment me reconnecter à mes valeurs profondes, ça s'est fait notamment beaucoup par le biais de l'alimentation. Et donc évidemment, à Paris, mon groupe d'amis m'appelait, mon petit surnom c'était Bobo Bion. Un condensé de Bobo et de Bio C'est Bon, qui est une enseigne, je sais pas si on peut le dire ici, une enseigne d'une chaîne de magasins bio. Et donc c'est vraiment via l'alimentation santé. Et je préfère dire l'alimentation santé parce que dans le monde du sport, on peut avoir beaucoup de dictates qui sont orientés sur des aspects prise de muscles, en fait la partie nutritionnelle, mais pas forcément santé. Et donc c'est par ce biais-là que j'ai recommencé à m'intéresser à l'alimentation, à mettre en place un certain nombre de choses, à faire des formes de jeûne, des monodiètes, des cures de jus. Et c'est vrai que l'alimentation, même aujourd'hui dans le cadre de mes accompagnements en naturopathie, je considère que ça a vraiment une place importante. Et d'ailleurs, en naturopathie, on fait souvent référence à Hippocrate, qu'on considère comme un peu le premier naturopathe, outre d'être une référence dans la faculté de la médecine. Considère que vraiment, l'aliment est ta première médecine. Et c'est vrai qu'après, évidemment, en plongeant un peu plus dans les jeûnes, on s'en aperçoit à quel point l'alimentation ou la non-alimentation dans le cadre des jeûnes peut vraiment amener justement à cette reconnexion à son bien-être. Et moi, c'est ce qui m'a permis de progressivement, et ça je l'explique lorsque je fais des conférences sur le jeûne, toutes mes étapes comme ça sur l'alimentation m'a vraiment permis de me reconnecter. Et à chaque fois, suite à un jeûne, il y a eu dans les semaines ou dans les mois qui ont suivi des prises de décision importantes qui à chaque fois m'ont permis de me réaligner un peu plus avec mes valeurs. Donc, est-ce que ça peut faire partie d'une routine bien-être de jeûner? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'alimentation. Ouais, clairement. Ouais, c'est vrai que moi, ça a beaucoup cheminé aussi parce que quand j'étais à Paris, forcément, pas le temps de cuisiner. Moi, pour le coup, moi, j'allais déjà beaucoup au magasin bio, mais pas le temps de cuisiner, donc beaucoup de plats surgelés, de trucs que je prenais vite fait chez Monoprix en rentrant chez moi le soir, parce qu'ils ferment à 22h et que c'est le truc que je peux attraper avant de rentrer. C'était la vie à 100 à l'heure, donc en fait pas le temps de me faire des vrais plats cuisinés. Néanmoins, c'est vrai que 2 ans avant de partir de Paris, j'avais un petit producteur local au marché, j'allais déjà prendre mes petites patates douces et tout ça, donc ça m'avait réconciliée avec une forme d'alimentation, puis je m'étais mise à faire du batch cooking. Ce qui aide vachement dans l'organisation, clairement. Quand on bosse vraiment sur des horaires larges, ça aide beaucoup le batch cooking. Et après, quand je suis arrivée ici, c'est là où tu m'as aidé en partie à remettre en place des routines de qu'est-ce que je me fais à manger. Et en fait, je me rappelle au bureau aussi, on avait beaucoup de snacks, de choses à manger, des bonbons, c'était tout le temps du sucre. Et moi j'étais nourrie par ça, j'avais pris du poids d'ailleurs suite à ça. Et en arrivant ici, ces habitudes, elles sont dures à perdre, c'est-à-dire que tiens, je bosse moi toute seule, je suis à la maison, je traîne, tiens, j'ai envie de manger un carré de chocolat, machin. Et ça va vite en fait de se laisser embarquer là-dedans. Et je crois que c'est là-dessus que tu m'as aidé. C'est mais qu'est-ce que je peux manger de plus sain déjà que 12 carrés de chocolat qui sont là parce que ça vient combler quelque chose aussi. Et puis du coup ça me fait enchaîner aussi sur le jeûne. Tu m'as accompagnée sur un jeûne de 3 jours. J'en ai beaucoup parlé sur les réseaux. Et dans ce jeûne de 3 jours, en fait, ça m'a aussi déconnecté de mon rapport à la nourriture. Et moi, la nourriture, comme plein de gens, c'est le bonheur, la joie, le plaisir. Mais c'était aussi une forme de compensation. Beaucoup tiens, j'ai des émotions qui sont trop grosses pour moi, qu'est-ce que je peux manger pour apaiser tout ça? J'arrive pas à regarder ces émotions en face. Et la nourriture, elle venait apaiser ça. Et en fait, en déconnectant cette idée-là, je me souviens très bien pendant le jeûne, vraiment, au bout de 24 heures, mon cerveau ne faisait que dire si tu manges pas, tu vas mourir, si tu manges pas, tu vas mourir.
Et quand je suis passée au-delà de ça, je me suis dit, mais non, en fait, j'ai vachement plus de pouvoir que ça, j'ai vachement plus de puissance que ça, mon corps a plus de puissance que ça. Et ça m'a reconnecté à autre chose, et en fait, ça m'a remis un autre rapport à la nourriture. Donc, je trouve ça intéressant ce que tu dis sur le jeûne et la façon dont ça t'a amené à un autre rapport à la nourriture ou une routine bien-être, c'est qu'en fait, ça nous déconnecte de notre dépendance, en fait, parfois à la nourriture. Je sais pas si toi, tu t'es déjà sentie dépendante à la nourriture, mais moi, je sais que ça m'a beaucoup aidée dans cette... Oui, mais je pense que de toute façon, la compensation émotionnelle de l'alimentation, c'est aujourd'hui certainement ce qui joue pour une grande partie du facteur grandissant d'obésité, de diabète et de plein de maux de cette civilisation, clairement. Et bon, sans vouloir faire non plus de trop d'enjeux politiques, je pense que c'est aussi ce qu'on cherche à nous induire, à nous rendre dépendants d'eux. Et c'est pour ça qu'en fait, le jeûne, évidemment, c'est pas forcément quelque chose qu'on entreprend comme ça d'un jour au lendemain, c'est aussi une notion de cheminement. Déjà, dans un premier temps, d'observer dans son quotidien, de conscientiser, en fait, quand je suis fatiguée ou quand j'ai un petit coup de mou, sur quoi est-ce que je vais, déjà? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger? Déjà, de le conscientiser. Et là, on parle de l'alimentation, mais c'est vrai dans plein d'autres domaines. Souvent, on dit déjà d'en avoir conscience, ça permet déjà à moitié de lever le voile sur. Et c'est vrai, parce qu'une fois que déjà qu'on a conscientisé qu'on était sur de la compensation, on peut se dire, qu'est-ce que je viens compenser? Quel est le besoin qui n'est pas nourri et comment est-ce que je peux le remplacer et le nourrir et y répondre différemment? Et ensuite, le cheminement du jeûne, c'est vrai qu'il est incroyable parce qu'en fait, il amène à vraiment prendre conscience qu'on a des super pouvoirs. On parle souvent dans la notion de développement personnel, de s'apercevoir qu'on est créateur de sa vie, qu'on peut tout réaliser, qu'on est complètement illimité. Et donc, on parle beaucoup de loi de la manifestation, loi de l'attraction. Et ce que je trouve intéressant, au travers encore une fois de l'alimentation ou la non-alimentation dans le cadre du jeûne, c'est vraiment de l'expérimenter dans le corps physique, là où on parle, dans ces cas, de la loi de l'attraction, de la manifestation, plus du monde subtil, de l'énergétique. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la matière, et je trouvais ça intéressant de l'expérimenter vraiment dans le corps, en fait. Une fois qu'on a jeûné, on sait qu'on peut effectivement partir quelques heures, voire quelques jours, et se passer de nourriture, qu'on a largement ces ressources-là en nous. Et une fois qu'on a compris ça, ça déverrouille tellement d'autres choses. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, dans mon cas, moi, ça m'a aidé sur la prise de décision et ça m'a amené à avoir des déclics. Parce qu'en fait, c'est une fois que j'ai conscientisé dans mon corps qu'on a ces super pouvoirs que ça m'a amené à... je me suis certainement égarée dans ta question. Non, c'était très bien. Non, c'est très bien. Et ça me fait rebondir sur autre chose, en fait. Tu parles de super pouvoirs, etc. En fait, tu disais aussi comment on peut compenser différemment la nourriture. Et un des outils que moi, j'ai pu expérimenter, parce que qui dit compensation émotionnelle dit se goinfrer un peu. Enfin, voilà, souvent, tu mets. En fait, manger en conscience, ça m'a aussi... vachement fait ralentir. C'est-à-dire que si je mange mon carré de chocolat en conscience, j'ai pas envie d'en manger 10. J'en mangeais 1, 2, et après, en fait, j'aurais plus envie. Parce que ce que je venais chercher dans le chocolat, ça me l'a apporté. La douceur, le réconfort. J'ai pas besoin d'en manger 10. Par contre, si je les mange en regardant un film, et on le fait tous, en se mettant à se baffrer et à manger, en fait, on le capte pas, on regarde pas le chocolat. Et donc, on en mange toujours plus parce que finalement, notre cerveau, il dit, t'as pas eu assez. T'as pas eu assez de ce que t'étais venu en compensation. Donc, pour moi, manger en conscience, c'était le premier truc. Et après le jeûne, le premier repas, il est tellement en conscience, t'es tellement présent à tes sensations, à tes papilles qui repartent, que en fait, pendant quelques jours, ça m'a vraiment accompagné manger vraiment en conscience. Dans le quotidien, j'essaie de le mettre en place, c'est pas facile, c'est pas toujours facile de le mettre en place, et j'entends que ça peut être compliqué. Je pense notamment à des gens qui bossent et qui ont des collègues et qui mangent avec leurs collègues, on parle, puis en fait, on n'est pas à ce qu'on fait, quoi. Moi, j'aime bien, souvent, les gens qui mangent avec moi, ils disent, je ferme les yeux parce que je prends une seconde pour vraiment profiter de ce que je mange. Et puis, ils disent, mais t'as l'air de tellement prendre du plaisir dans la nourriture. Bah ouais, mais moi, si j'ai pas ce temps de, tiens, qu'est-ce que je suis en train de manger et quelles sont les saveurs et comment ça ressort,
en fait, j'ai l'impression de pas avoir mangé, et donc à la fin, je me sens encore plus vide, et donc j'ai besoin, moi, d'être vraiment présente à ce que je mange. Donc ça me fait écho à ça, et du coup, je reviens à ce que tu disais à la fin. Je parlais de manger en conscience. Pour moi, c'est aussi ça, la routine bien-être, c'est vivre en conscience, c'est être tout le temps en conscience, ce qui est un exercice extrêmement difficile parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Et tu parlais de manifestation, de visualisation, c'est aussi ça. Si t'es pleinement en conscience de ce que t'as, de ce que tu vis, en fait, t'es capable de tout manifester, en fait, t'es capable de tout vivre. Donc ça me ramène à ce que tu disais, de revenir à cette forme de spiritualité, être en conscience ici, maintenant, ça m'amène à me dire, j'ai pas forcément besoin de nourriture, ou quand j'en ai besoin, c'est de la nourriture qui va me nourrir l'âme aussi. Et je trouve ça intéressant. Et du coup, je relance un autre sujet. Moi, sur ce chemin du bien-être aussi, comme je dis, c'est vraiment la nourriture est très liée au plaisir. Mais en même temps, je me suis souvent dit que mon corps, c'était un peu un véhicule qu'on m'avait loué. Et que ce véhicule de vie, il allait falloir que je l'emmène le plus loin possible. Et que je pouvais pas continuer à le nourrir de choses qui me font que plaisir au cerveau, type chocolat et galettes des rois et autres plaisirs qui peuvent amener du sucre, et qu'en fait, il avait besoin d'autre chose, d'être nourri d'autre chose. Maintenant, j'essaye d'allier entre mon cerveau qui demanderait beaucoup de sucre et mon corps qui, lui, demande beaucoup plus de fruits, de légumes, de choses plus saines. Essayer de trouver un équilibre entre les deux, même si mon corps, lui, je sais, demanderait peut-être moins de sucre, mais qu'en même temps, je veux pas me sortir de cette notion de plaisir, et tu sais qu'on a souvent eu le débat sur ce sujet-là, d'arrêter tout plaisir. Mais voilà, ça me fait penser à ça, de trouver un juste équilibre entre le plaisir et en même temps les besoins de son corps pour pouvoir l'amener le plus loin possible. Ouais. Et tu vois, moi, quand je t'écoutais parler, ça me renvoyait à la notion de gratitude. Tout comme lorsque tu es en jeûne, certes, tu manges pas, mais tu te rends compte qu'en fait, la nourriture, parce que finalement, il y a beaucoup de peur et de blocage pour les personnes qui ont peur de jeûner parce qu'elles se disent qu'elles vont mourir si elles mangent pas. Alors qu'en fait, tu vois, quand t'es en jeûne, tu vois vraiment là toutes les représentations de la vie dans ton corps, comment la vie se manifeste dans ton corps. Et je trouve que moi, être en phase de jeûne, ça me ramène vraiment à un grand élan de gratitude envers la vie qui est là sous toutes ses formes. Et de fait aussi, la reprise alimentaire ou même manger en conscience, comme tu disais, c'est aussi avoir de la gratitude pour ce qui est là, en fait. La reprise alimentaire, et je le recommande souvent juste avant la reprise alimentaire, mais même au plus possible au quotidien, et notamment pour les personnes qui mangent parce qu'elles sont pressées, elles sont dans le rush, manger devant un écran, manger que ce soit au travail, que ce soit en regardant la télé ou un documentaire, en fait ça devient une action mécanique et on s'est déconnecté des sens. Alors qu'effectivement, en fait, on peut se nourrir de plein de manières, mais se nourrir en conscience au travers de l'alimentation et en ayant conscience de remplir son besoin, mais aussi de nourrir ses sens, c'est hyper important. Et pour ça, il y a un petit rituel que j'aime bien de temps en temps proposer à certaines personnes en fonction de leur mode de vie. C'est aussi, avant un repas, juste peut-être prendre 30 secondes ou même 10 secondes, voire plus en fonction du temps et de l'inspiration qu'on a, prendre un petit moment pour faire une sorte de bénédicité. Alors on peut le décorréler de dogmes religieux, etc., mais juste prendre un moment de gratitude pour, en fait, notre assiette, la manière dont ces aliments ont potentiellement été cultivés, d'avoir de la chance, d'avoir une assiette qui soit pleine et qui va venir nous nourrir parce qu'on a vraiment cette chance-là, et ça vient aussi nourrir tous nos plans, les plans physiques mais aussi les plans subtils. Et je pense que la notion de gratitude, elle est tellement hyper importante quand on parle de bien-être. Et parce qu'on le voit dans le monde spirituel, c'est pareil, à la fin de la journée, faire un petit rituel de gratitude, ça vient aussi nous nourrir, en fait. Donc, le jeûne, se nourrir ou pas se nourrir, mais comment se nourrir différemment pour être vraiment dans une notion de bien-être. Encore une fois, je me suis éloignée de ta question, je suis désolée, j'avais envie de rebondir sur ça, et finalement j'ai perdu ta question. Non, mais c'est pas grave, parce qu'en fait ça me fait encore enchaîner cette histoire de gratitude. Ça me fait enchaîner sur le fait que si
pour moi, poser la notion de gratitude, c'est aussi poser une intention sur la nourriture qu'on va ingérer. Et d'ailleurs, toi, tu fais ça me fait rebondir sur tes petits jus, tu fais des jus, etc. Et dans tes jus, souvent, on te charrie en te disant que tu mets du bien-être, du bonheur, etc. Mais en fait, je crois que quand on est dans la gratitude et qu'on est vraiment dans le merci à ce que la vie m'apporte, c'est aussi envoyer de l'amour à cette assiette qui va nous nourrir et nous dire, tiens, ce que je vais ingérer, c'est aussi de l'amour brut, quoi. Et souvent, je parle aussi, moi, de mon langage de l'amour, qui pour moi est le 6e langage de l'amour, qui est la nourriture. Qui est, moi, ma façon de donner de l'amour. Et c'est aussi ma façon d'en recevoir, hein. Toute forme de nourriture est acceptée. Et en fait, dans ce langage de l'amour-là, c'est aussi une façon d'envoyer de l'amour par cette assiette et d'être dans la gratitude. Tiens, je t'invite, et parce que je t'invite et que je te cuisine quelque chose, je te transmets de l'amour. Donc la gratitude, elle vient à la fois donner de l'amour à notre assiette, et en même temps, je trouve que quand quelqu'un cuisine pour nous, il a pris du temps, il a pris de l'énergie, il a pensé au repas qu'il allait faire. Et en fait, ça amène cette notion d'amour, de toutes les intentions qu'il y avait derrière, que je trouve hyper belle, d'avoir réfléchi à la recette, d'avoir acheté le nécessaire, d'avoir préparé tout ce qu'il fallait et de l'avoir servi sur la table. Je trouve ça hyper beau, en fait. Je regardais là il y a quelques jours un documentaire justement sur une femme malienne qui était venue vivre en Suisse et elle transmettait beaucoup de choses sur sa culture à ses voisins, etc. Et en fait, elle expliquait. Un jour, elle les a emmenés près d'une rivière pour aller récolter de l'eau. Et ensuite, elle les transportait dans une calebasse sur la tête. Et en fait, elle leur expliquait ce qu'il y avait derrière le rituel de l'eau. Parce qu'évidemment, au Mali, l'eau est une ressource très rare. Et que avoir de l'eau, c'est le plus beau des présents qu'ils puissent offrir. Si bien que lorsque une femme malienne ou un habitant malien reçoit chez eux quelqu'un, en fait, le premier des choses, pour les accueillir, il leur offre un verre d'eau. Et quand tu sais derrière tout le travail qui a été fait justement en conscience et le travail de gratitude, je trouve que c'est un geste hyper puissant. De se dire que la personne, elle a été cueillir l'eau, elle l'a transportée, quand on sait ce que ça coûte comme effort, et qu'elle te l'offre, alors sachant que c'est un bien qui est hyper rare et précieux. Moi, je trouve ça hyper puissant. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est tellement déconnecté de ça parce qu'on est dans une abondance parfois un peu malaisante, parce qu'en fait, on se rend même plus compte de la chance qu'on a. Je trouvais que c'était hyper important de se rappeler ça. Et effectivement, tu l'expliques très bien. Préparer ses repas en conscience, amener de l'amour. On le sait aussi avec les travaux qui ont été faits sur les travaux de l'eau, les travaux de Masaru Emoto, où la mémoire, l'eau a une mémoire informationnelle. Donc, si on transporte de l'amour ou si on dit des mots un peu moins positifs, l'eau, mais ça vaut aussi pour les autres aliments, vont réagir différemment. Et donc, évidemment, nourrir notre corps différemment. Donc, c'est sûr que si on mange une salade qui a été préparée pas forcément dans les bonnes vibrations et qu'on la mange aussi dans les mauvaises vibrations, même si c'est un plat super sain, ça va pas forcément bien nous nourrir. Et je reviens, tu vas rigoler, mais je reviens. Ta phrase préférée. Ma phrase préférée. Je dis souvent, il vaut mieux manger un hamburger avec des amis dans le sourire et dans la joie qu'une salade de carottes râpées en pleurant. Parce que même si la salade de carottes râpées en soi, c'est sain, c'est peut-être plus sain qu'un burger, si la carotte râpée, elle a été préparée dans la tristesse et qu'elle est consommée dans la tristesse, elle va certainement moins nous nourrir qu'un burger qui aura été pris dans la convivialité et dans la joie. Donc ça rejoint à ce que tu disais. Et ça me fait écho à l'histoire de culpabilité, c'est-à-dire que dans nos sociétés, il y a beaucoup l'histoire de culpabiliser sur ce qu'on mange. Et c'est dur de pas culpabiliser parce que tout nous ramène toujours à qu'est-ce que t'as mangé, tu l'as mangé comme ça, etc. Alors qu'en fait, c'est pas un carré de chocolat qui va nous détruire, quoi. C'est le corps est tout à fait apte à accepter ce carré de chocolat. À 10, je dis pas, mais un carré de chocolat parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on le prend là et que c'est un chouette moment, en fait, il est tout à fait accepté. Par contre, si on culpabilise, je pense que le corps, lui, il sent ce rejet et donc il commence à se dire, non, si toi t'en veux pas, pourquoi moi je devrais l'accepter? Alors qu'en fait, le faire en pleine conscience, c'est toujours pareil, c'est toujours en conscience de ce qu'on fait. C'est-à-dire, je prends mon carré de chocolat en conscience que ça va m'apporter de la douceur, ça va m'apporter du sucre dont j'ai besoin, et je l'accepte comme tel. Pour autant, je sais que c'est très compliqué de se déconnecter de cette culpabilité. Elle est hyper présente. Et la société, elle est omnisciente pour venir nous rappeler que
on n'est pas le corps parfait, qu'on n'est pas, on fait pas assez de séances de sport, que on mange pas assez bien, etc. et tout. Et maintenant les réseaux sociaux, c'est un peu la guerre à qui mange le mieux et à je te regarde parce que tu fais pas parfaitement. Et je trouve ça dur parfois de vivre dans ce monde-là qui pointe vraiment les endroits où... Et c'est pour ça tout à l'heure quand tu disais en introduction tu parlais de routine, je disais le mot routine déjà, il y a une certaine injonction avec une certaine obligation et on doit que, et même aujourd'hui sur les réseaux, si tu regardes, il y a aussi des injonctions avec la routine healthy, la routine bien-être où il faudrait te lever à 6h du matin pour faire le miracle morning, que t'aies le temps de à la fois méditer, écrire, danser, lire, le truc. Tu vois, c'est pareil, tu tombes dans des injonctions. Donc je pense que derrière chaque routine, et c'est marrant parce que justement je suis en train de préparer un atelier yoga que je vais donner le week-end prochain qui sera tourné autour de la routine matinale. Et justement, j'étais en train de réaliser ça, en fait. La routine, elle est pas forcément linéaire, elle est pas forcément identique. C'est pour ça que j'aime bien sortir de ces injonctions parce que, en fait, la routine, elle est là pour te servir, pour t'apporter du bien-être. Mais si t'es dans la démarche de on doit ou il faut que, bah déjà, t'es plus dans quelque chose qui vient te servir. Donc, la routine, entre guillemets, pour garder ce mot, elle doit être évolutive et adaptée en fonction de ton tempérament, en fonction de qui tu es, mais aussi en fonction de la saison, de l'énergie. Il y a tellement de facteurs extérieurs qui vont jouer en fait en fonction de la routine. Donc, en fait, pour moi, c'est juste rappeler de qu'est-ce qui doit nous servir. Si déjà on est dans une notion d'obligation, ou même manger une salade de carottes râpées parce qu'on est dans une notion d'obligation, on vient se déconnecter. Alors je dis pas qu'effectivement faut manger des burgers tous les jours parce que c'est tous les jours que ça nous fait plaisir, on est bien d'accord, mais trouver quelque chose qui nous serve avant tout en fait. Et je pense que c'est comme ça que j'en suis arrivée à l'alimentation et toi aussi parce qu'en fait tu comprends bien que d'autant plus quand on est entrepreneur à son compte, c'est important qu'on ait une routine qui nous serve pour nous rendre à la fois joyeux, heureux et efficaces dans ce qu'on fait et dans ce qu'on veut être et transmettre. Et donc en fait cette routine, elle doit nous servir, mais l'alimentation santé, elle vient un petit peu justement pour nous servir à être tout ça et pas à faire absolument, même si il y a toujours une notion d'efficacité et de productivité, mais je pense que c'est surtout d'abord à être en fait. Ouais, mais je reviens toujours je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et je reviens toujours à cette histoire d'être en pleine conscience de ce qu'on fait. Est-ce que je fais ma routine matinale de yoga et on va venir au sport après? C'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Mais est-ce que je fais ma routine matinale de yoga, mes 3 heures de méditation, je mange mon plat cru parce qu'il faut manger cru, avec mes bonnes graines germées parce que j'ai envie de le faire et c'est bon pour mon corps, ou parce que la société me dit que c'est bien? Pour qui je le fais? En fait, je crois que la question centrale, c'est la question vraiment au cœur à se poser, c'est pour qui je fais ça? Est-ce que je le fais pour moi profondément parce que ça résonne avec moi, ou est-ce que je le fais parce que ça fait bien pour les autres? À partir du moment où c'est déconnecté et c'est je le fais bien pour les autres, en fait, ça, déjà, on tient pas la route. C'est-à-dire sur la longueur, on n'y arrive pas. C'est ça. Exactement. Et en fait, on se dit, non, j'arrive pas à faire ma routine matinale, et du coup, culpabilité revient. Première chose. Deuxième chose, ensuite, on nourrit pas les bonnes choses, c'est-à-dire qu'on va nourrir un regard de l'autre. On nourrit pas le regard avec soi, et la bienveillance avec soi. Et le fait de se dire, en fait, j'ai pas envie de faire ma séance de sport parce que je suis trop fatiguée, parce que c'est pas le moment, parce que j'ai mes règles, parce que tout un tas de raisons, c'est ok, quoi. C'est ok de pas le faire parce que c'est juste pas le moment, mais c'est pas grave. Et le corps, il va pas stopper, au contraire, des fois, il a besoin de se poser. Pour qui je le fais? Si je vais à ma séance de sport en regardant et en se disant c'est parce qu'il faut que j'aille à ma séance de sport, c'est l'autre qui est valorisé. Si je m'écoute en disant je fais pas ma séance de sport, c'est moi qui est valorisé. Donc, je crois que c'est toujours ça. Qu'est-ce que je viens valoriser, moi ou l'autre? Et c'est tout le temps un rappel, parce que des fois on a l'impression de se valoriser soi, et en fait c'est l'autre. Donc il faut toujours aller chercher vraiment au plus profond de soi, de qu'est-ce que je vais valoriser. Et vraiment se poser la question sincèrement. C'est-à-dire, voilà, la séance de sport veut dire, mais non, mais à la fin je me sentirai mieux, etc. Mais oui, mais est-ce que l'envie d'y aller, elle y était? Ou c'est juste parce qu'il faut faire la séance de sport, il faut manger ses carottes râpées? On y revient toujours. Spoiler alert, je déteste les carottes râpées. Ou est-ce qu'il faut absolument manger telle ou telle chose, enfin voilà, ou faire les 3 heures de méditation.
pour qui je le fais. Moi, je crois que si on est en conscience, les 3 heures de méditation, en fait, si c'est juste pour nous, tant mieux. Si c'est pas juste, c'est ok, quoi. Faut se lâcher un peu la grappe aussi de toutes ces injonctions de société qui maintenant voudraient qu'on soit tout parfait dans le bonheur. C'est ça. Exactement. Ouais, voilà. Tu t'as dit ça encore en mieux avec tes mots à toi. Et du coup, je viens juste pour conclure peut-être ce podcast sur ce qu'on n'a pas abordé. Donc les routines, on a beaucoup parlé d'alimentation, puis on n'a pas parlé de sport, si je peux dire, ou d'activité physique. Moi, tu le sais, j'ai jamais été une grande sportive, ça a jamais été trop mon truc. Déjà parce qu'il y a une injonction extérieure qui était tu es nul en sport, quelque chose que j'ai beaucoup entendu et qui m'a beaucoup empêchée de faire du sport pendant très longtemps. Parce que quand on dit qu'on est nul à quelque chose, la croyance devient autoréalisatrice. Et ça a été très vrai pour moi. Jusqu'à un jour où j'ai pu déconnecter avec ça. Et puis finalement, petit à petit, j'ai renoué avec des routines qui me font du bien. Alors je fais pas 15 heures de footing par semaine, je sais pas faire, je saurais jamais faire probablement, ça m'intéresse pas. Parce que si je le mets en mode injonction, je le ferai pas, je tiendrai pas. Par contre, tous les matins, tu vois là, ça fait presque 1 an que tous les matins, je fais ma petite séance de yoga avec ma petite séance d'entraînement pour me mettre en jambes dès le matin. Bah ça, je m'y tiens. Je m'y tiens pourquoi ? Parce que ça me fait vachement de bien de me réveiller comme ça. Parce que je vois les rayons du soleil qui traversent la fenêtre. Parce que je me réveille tout doucement, je mets de la musique qui me plaît. Parfois, j'écoute un podcast. Passion pour les podcasts. En fait, voilà, c'est vraiment... Je tiens ma routine. Mais ma routine qui me fait du bien pour moi, pas parce qu'il faut le faire. Par contre, faire des séances de sport, ça c'est depuis le jeune, plus régulières dans la semaine, il y a des semaines où j'ai pas envie, puis il y a des semaines où j'ai vraiment très envie. Mais quand je suis très triste et que j'ai pas envie, c'est ok, quoi, je laisse faire parce que comment je vais faire du sport, je vais me torturer et c'est là où je vais me faire mal et c'est là où je vais me mettre en mode échec. Donc j'ai pas envie d'activer ça. Ouais. Donc le sport, pour moi, l'activité physique, si on peut dire, elle participe d'un équilibre, mais à partir du moment où elle est intégrée dans ça fait du bien à mon corps, ça me fait du bien à moi, j'en ai besoin dans ma tête. Si je le fais en forçant, je sais que toi t'aimes bien y aller avec l'esprit de mettre quelque chose en place, mais en tout cas moi, si je le fais en forçant, ça marche pas. Ouais, mais et encore une fois, de toute façon, tu disais bien, tu le fais en conscience parce que et c'est surtout que tu as expérimenté dans ton corps les bienfaits. Donc au début, tu l'as fait. Peut-être parce que tu disais, allez, j'essaye, il faut que... Et une fois que tu as expérimenté, que tu as compris dans ton corps que ça te faisait du bien, et t'as eu envie d'y revenir. Parce que tu étais sortie de ces injonctions, encore une fois. Mais c'est pour ça qu'en fait, parfois, effectivement, la notion d'activité physique, oui, certes, là, c'est une réalité. En fait, l'homme n'est pas forcément fait pour être immobile, arrêté et stagnant. L'homme, est fait de mouvement, l'énergie est en mouvement, tout est mouvement. Et donc, en fait, au même titre, le corps doit être en mouvement. Donc, ce mouvement, il est important à amener dans le quotidien. Mais, encore une fois, il est adapté en fonction de chaque personne. Il y a des personnes qui, par exemple, détestent le sport parce que peut-être qu'elles ont vécu un trauma enfant ou elles ont été schématisées, stigmatisées au collège en disant qu'elles savaient pas faire du sport ou peut-être qu'elles étaient obèses et ça a créé un blocage. Peut-être que dans un premier temps, ces personnes-là, elles pourront ramener du mouvement par un mouvement qui leur fera plaisir. Je pense que la notion de plaisir, elle est hyper importante. Et ça peut être tout simplement peut-être aller à la danse. Il y a des personnes qui vont faire de la salsa, du bachata ou que sais-je. Ça peut être ou même du lindy. C'est super cardio et donc en fait ça amène du mouvement et potentiellement ça reconnecte à la notion de mouvement et de plaisir. Et là pour moi c'est tout gagné. Donc faire du sport, ça dépend des tempéraments. Il y a des tempéraments qui sont plus faits effectivement avec un tempérament aventurier, à se dépasser, à aller dépasser ses limites. Peut-être que ces personnes-là, elles se reconnaîtront davantage sur une activité cardio, limite compétitif, à faire de la muscu, à aller plus loin. Et il y a des personnes qui en fait auront juste besoin de ramener du mouvement en se faisant plaisir par le biais de la danse. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut revenir en fait à la notion de sortir de le « il faut que » et juste nourrir ce qui nous fait du bien à soi. Parce que en plus, quand on reconnecte à la notion de plaisir, c'est banco. Même si après coup, par exemple dans ton cas, tu t'es remis au sport, finalement au début, ça te faisait pas, t'y allais pas forcément sur une partie de plaisir par rapport à ce que tu disais. Et finalement, progressivement, tu te rends compte qu'en fait, tu sens que ça nourrit ton corps
et que ça te fait du bien. Donc, t'as reconnecté avec cette notion de plaisir. Je pense que, encore une fois, c'est la notion majoritaire du truc. Ramener du mouvement en étant connecté à la notion de plaisir. Parfois, ça peut être... et des personnes, elles vont faire de la marche en pleine nature. Nous, on est dans le Gers. Limite, je vais dire ça sur ton podcast, tu vois. Mais par exemple, les chasseurs, ils vont se dire que eux, ils sont en train de marcher dehors et c'est leur sport. Parce ils reconnectent à la notion de plaisir qui est d'être en pleine nature dehors et à se mettre en mouvement. Donc, il faut respecter, même si tout le monde n'entendra pas ça, mais respecter aussi la notion de plaisir. Elle peut être différente à chacun, et je pense que c'est hyper important en fait de l'entendre pour que chacun trouve sa propre routine. Déconnecter un peu des jugements et des conditionnements qu'on peut avoir pour vraiment laisser place à ça. Oui, complètement, pouvoir marcher en pleine nature. Enfin, moi, je sais que le chien m'aide beaucoup aussi à marcher. Et ben voilà. C'est vraiment devoir le promener tous les matins, ça m'amène à devoir le marcher 1 heure par jour minimum. Enfin, moi, les 10 000 pas, je les fais. Enfin, je les fais facile toute la journée, entre les marches, le jardin, etc. Je les fais facilement. Et je sais que pour des gens qui sont en ville, c'est plus compliqué. En même temps, tout le monde n'est pas fait pour aller à la salle de sport 12 heures par jour non plus, quoi. Et c'est aussi ça, je reviens à cette notion de culpabilité, ou surtout cette notion de comparaison avec l'autre. Si je me compare à toi, je vais toujours me dire que moi, je suis jamais assez sportive. Forcément, déjà, on part pas de la même base, on part pas de la même envie, on part pas du même plaisir à faire du sport. Tout comme toi, tu connectes pas de la même manière à la nourriture que moi, je peux connecter à la nourriture. Et en fait, juste à un moment, faut arrêter de se comparer et se dire, ok, mais moi, c'est déjà, si j'arrive à trouver mon équilibre, mon propre équilibre dans ce que j'arrive à pratiquer, tant mieux, quoi. Et tant mieux si mon corps, ça lui fait du bien. Et en même temps, j'ai pas envie de forcer parce que je connais sa fragilité, sa propension à se faire mal. Donc j'y vais un peu piano. Et je trouve que si je me compare aux autres, j'ai toujours l'impression d'être toute nulle. Et puis en fait, si je me compare pas, je me dis c'est hyper bien ce que je mets en place et ça me fait du bien. Et au quotidien, dans mon job d'auto-entrepreneuse, dans mon activité, pour mon bien-être spirituel, c'est aussi nécessaire. C'est-à-dire que parfois, je fais des séances au tambour. En fait, j'ai connecté spirituellement, ça m'a demandé beaucoup d'investissement. Et puis après, je vais marcher dehors au soleil. Et ça, c'est le meilleur repos que je peux offrir à mon énergie. C'est de me dire, ok, marcher et être en mouvement, c'est aussi être au contact de la nature, c'est aussi être au contact de moi, de me remettre dans mon corps, de revenir à la matière. Et donc, c'est aussi ça, dans ces vies très spirituelles, c'est me remettre à la matière aussi. C'est revenir dans le corps, c'est se remettre à la matière. Ouais, et en plus, tu disais, marcher en nature, tu sens qu'après un soin en tambour, tu l'as pas dit, mais moi, c'est comme ça que je l'entends le mot régénérer, où en fait, tu te ressources, tu reconstitues tes réserves d'énergie. Et c'est vrai qu'en fait, la nature, la mer, la montagne, tous ces éléments, et c'est vrai que pour des personnes qui vivent en ville, c'est peut-être un peu plus compliqué de se régénérer. Mais on n'en a pas parlé, mais par exemple, tout à l'heure aussi sur le mouvement sportif, il y a aussi la natation, par exemple. Donc, encore une fois, pour revenir à chacun son mode de vie et ne pas se comparer, tu as complètement raison, parce qu'en fait, très souvent, on se juge soi-même. Et ce qui fait que ça nous freine, ça nous limite énormément. Et en fait, si on fait ça, on reste dans l'inaction. Et c'est là où c'est contre-productif. Quand on se juge, en plus, on se fige et on s'empêche de faire quoi que ce soit, alors que la personne qui fait juste du petit mouvement, du petit, c'est même pas le mot petit, mais qui amène du mouvement dans son quotidien à sa manière, c'est toujours ça de prix, en fait. C'est la notion de petite victoire qui font des grands pas ensuite. Et progressivement, ça amène sur des grands chemins. Complètement. Ouais, tout à fait. Je crois que ça va pouvoir tout à fait conclure notre épisode, de pouvoir dire qu'effectivement, célébrer ces petites victoires, célébrer simplement ce qu'on arrive à mettre en place, célébrer toutes les petites choses de la vie, et c'est ce qu'on disait, la gratitude, célébrer ce qu'on met dans notre assiette, célébrer la façon dont on se nourrit, célébrer la façon dont on est en contact avec les autres, célébrer ce qu'on met en place comme petite routine. Et voilà, dans cet épisode, je pense qu'on aura beaucoup parlé de ça, d'en fait d'être vraiment pleinement conscient de ce qu'on fait. Pas pleinement conscient pour pouvoir se juger, mais pleinement conscient pour être pleinement présent à l'instant T, ici et maintenant. Et trouver ce qui se nourrit, ce qui nous nourrit. À tous les plans. Sur tous les plans. On est d'accord. Merci beaucoup Claire d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi Sabrina. À très bientôt. Avec plaisir. Et merci à vous de l'avoir écouté.